question à M. Goury, puisque c'est la première fois qu'il y a de la politique, l'évaluation de la politique dans nos facultés de médecine, c'est une première. Non, moi je voudrais lui poser une question après avoir fait 3 remarques. La première, je crois que sur le transhumanisme, finalement, le transhumanisme n'est qu'un réveil de l'eugénisme, c'est une évolution de l'eugénisme qui avait cours au siècle dernier entre les 2 guerres et qui a conduit à ce que l'on sait. En sachant que l'eugénisme, à l'origine, c'était des savants médecins qui promouvaient ce mouvement de sélection de la race humaine. Alexis Carrel, prix Nobel de médecine, 1912, c'était à l'origine quand même de révolution médicale, l'anastomose vasculaire, la greffe d'organes, le SAMU, la cicatrisation dirigée, tout ça c'est lui. Il a ensuite évolué avec ce livre qui s'appelle L'homme très inconnu. Et il était dans les mouvements, dans la mouvance intellectuelle qui est devenue la mouvance totalitaire, le nazisme et tout ce que l'on sait. En fait, le transhumanisme, je crois que c'est un peu la même chose, c'est l'histoire qui se répète, ou en tout cas, le risque, c'est celui-là. La deuxième chose que je voulais dire, avant de poser une question d'ordre politique à M. Goury, c'était de ne pas avoir peur. Moi, je pense que le rôle de tous les enseignants, c'est d'apprendre aux enfants, pour l'école primaire, aux jeunes adultes, à ne pas avoir peur. Je pense que tout discours qui provoque la peur est à condamner. Il ne faut jamais raisonner, il ne faut jamais construire un raisonnement sur la peur. Tous les agitateurs de chiffons rouges, je pense, doivent être combattus intellectuellement par les représentants de la raison, par les familles d'abord, et ensuite par l'école, par l'université. Tout le principe étant de ne pas transformer le savoir en croyance. La question que je vais poser, donc, c'est un peu bizarre. Est-ce que le progrès, c'est quand même une idée de gauche à la base? Est-ce que ça ne deviendrait pas une idée de droite, finalement? C'est très simpliste ce que je dis. Hein. Non, parce que vous avez fait allusion à l'ultralibéralisme. Comme le colonialisme était une idée de gauche, elle est devenue une idée de droite en son temps. Est-ce que l'idée de progrès ne serait pas en train de virer de bord? Bon, je vous remercie de cette question, mais je n'y répondrai pas de peur de tomber dans une hémiplégie de la pensée. Par contre, oui, je pense que quelque chose est en train de ressurgir. C'est que, si vous voulez, pour moi, c'est un peu ce que j'ai essayé de développer notamment dans les bouquins, il y a une résurgence de l'impensé du libéralisme depuis le début. C'est-à-dire cette idée que l'individu est un être rationnel, autonome, moral, et que grâce à l'éclairage des sciences, grâce au progrès de la technique, grâce à l'industrie, il va pouvoir se transformer. Et ça, on s'aperçoit très vite, à la fin du XIXe siècle par exemple, que c'est une illusion, et c'est une illusion qui coûte cher et qui vient se fracasser face à l'émergence justement de masses prolétarisées, pour dire les choses très simplement, qui produit, si vous voulez, différentes idéologies politiques et autres, et qui conduit à une crise de confiance dans la science. Du coup, on va jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est ça le problème, vous voyez. De la même manière, pour être très vite, pour être très rapide, si vous voulez, pour moi, c'est cette crise des valeurs libérales, qui sont des valeurs de raison. Vous avez raison, elles étaient portées par le libéralisme. Il ne faut pas oublier que le libéralisme philosophique à la base, c'est ce qui va justement illustrer le mouvement républicain, le mouvement d'émancipation, et progressivement on s'aperçoit qu'effectivement ça ne débouche pas vers une réduction des inégalités sociales, ça ne débouche pas vers un monde meilleur, et à ce moment-là ça produit une crise, à mon avis, que nous sommes en train de connaître. C'est la thèse que je développe dans mon dernier bouquin, c'était la crise, si vous voulez, des valeurs auxquelles se réfèrent justement les gouvernements libéraux à la fin du XIXe siècle. Ça produit les mouvements populistes. Il faut oublier que 1895, Karl-Lueger, tribun antisémite, populiste, etc., gagne les élections à Vienne. Il faut oublier que 1895, c'est la dégradation de Dreyfus et le mouvement antisémite, et ça va réapparaître dans les années 1920-1930, où effectivement la confiance qu'on pouvait avoir d'un certain nombre de valeurs, de raison, de progrès, de sciences et de techniques, sont en pleine crise, et ça nourrit les partis totalitaires, les partis de masse. Et à mon avis, aujourd'hui, c'est la thèse en tout cas que je défends, aujourd'hui, par rapport, si vous voulez, à cette espèce d'alliance libéraux-libertaire qui effectivement se manifeste, notamment
par ces investissements dans le monde technoscientifique et la libéralisation, la mondialisation, la globalisation marchande du monde, on a à nouveau l'apparition de mouvements de cet ordre-là. Et le danger majeur, parce qu'encore une fois, moi je suis pour la science, je suis pour le savoir, je suis pour le progrès, je suis pour la technique, si vous voulez, mais à les utiliser dans, je dirais, cette logique-là, où vous avez une alliance de la technique, du marché et des idéologies sécuritaires, n'est-ce pas? Du coup, face à ça, qu'est-ce que vous avez? Pour être très vite et très rapide, vous avez Daesh. C'est qu'en gros, si vous arrivez à exclure ce qui est l'ordre du sens, ce qui est l'ordre de la morale, ce qui est l'ordre de ce que Max Weber appelle la rationalité substantielle, si vous écartez tout ça, en disant qu'en gros, la seule chose qui compte est la rationalité instrumentale. La seule chose qui compte est la pensée du droit et la pensée des affaires. À ce moment-là, en gros, cette part, si vous voulez, de la raison, cette part de la rationalité, qui est du côté de la croyance, du côté du sens, du côté, si vous voulez, de ce qui a pu constituer le fond de commerce des religions, va se retrouver recyclé par des mouvements abominables et qui vont effectivement, au nom justement d'une rationalité substantielle, au nom d'une éthique soi-disant religieuse, etc., embrigader des gens qui sont aujourd'hui fragilisés par un monde dans lequel ils ne trouvent pas de place. C'est ça le danger que nous avons. Donc pour moi, oui, et puis, ce que je voudrais vous dire, si vous permettez, ce n'est pas un problème simplement politique. C'est un problème qui est aussi épistémologique. Par exemple, si vous prenez la question de la médecine, bon, j'ai pas eu le temps de développer, mais le terme de soin a deux sens, étymologiquement, historiquement, etc. Un premier qui est de pourvoir aux besoins, qui est du côté du nécessaire, et qui va constituer en médecine le iatrique, typiquement le médical. Et puis autre chose qui est du côté d'un autre mot qui veut dire sollicitude, inquiétude, chagrin. Et là, c'est le prendre soin, c'est se soucier d'eux. Et c'est effectivement ces deux points-là qui sont déterminants dans l'acte médical, dans l'acte soignant de manière plus générale. Si vous maintenez les choses que du côté, je dirais, du iatrique, vous perdez ce qui est de l'ordre du thérapeutique. Pour être très vite, très rapide, on voit bien, si on fait un panorama historique très vite, n'est-ce pas, la médecine hippocratique, c'est une médecine qui est d'abord thérapeutique, puisque son idée, c'est d'accompagner la nature dans sa capacité de rétablir une harmonie, n'est-ce pas, du corps. Donc, on est du côté du thérapeutique. Bon. Ensuite, si on prend, pour aller très vite, du Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle, n'est-ce pas, il y a une séparation entre le médical et puis ce qui est de l'ordre de la charité, ce qui est de l'ordre de prendre soin, et cette séparation aboutit à une espèce de bipartition. Vous avez le médical d'un côté et l'hospice, l'hôpital, qui va s'occuper de la vulnérabilité de l'autre. Et c'est ensuite au XVIIIe et ensuite XIXe, etc., jusqu'à le jour où on tente désespérément de faire alliance entre le prendre soin, le se soucier d'eux, c'est-à-dire du côté du récit, du côté de la particularité, du côté de la singularité du patient. Un patient, ça n'est pas qu'un segment de population statistique. Ça n'est pas quand un patient, vous lui donnez des informations, c'est très important pour lui, mais ce qui est aussi très important, c'est qu'il soit écouté. Didier Sicard, que j'aime beaucoup et que j'invite assez régulièrement dans des jeux de thèse, Didier Sicard, président d'honneur du CCNE, le rappelle, un patient n'a pas simplement besoin d'être informé, il a aussi besoin d'être écouté. Donc cette dimension-là, elle est bien du côté du prendre soin. Ça, à mon avis, c'est pas simplement politique, c'est aussi un problème anthropologique, c'est aussi un problème épistémologique. Qu'est-ce qui vient spécifier, si vous voulez, un certain nombre de métiers, dont le métier médical, dont le métier psy, mais aussi, encore une fois, dans d'autres domaines, le travail social, etc., si ce n'est justement une jonction de la prise en charge à la fois d'une logique technique qui est extrêmement importante. On est aujourd'hui dans la médiamédecine, Madame la Présidente du Conseil de l'Ordre l'a rappelé tout à l'heure, la médiamédecine qui fait qu'effectivement, il y a des appareils, n'est-ce pas, entre le corps du patient et le corps du médecin, mais il y a aussi autre chose qui est non pas du côté de l'information, non pas du côté du numérique, non pas du côté du quantitatif, non pas du côté des protocoles, mais du côté de la singularité, enfin ce que vous avez dit, du côté de la singularité du patient qui a besoin d'intégrer ce qui lui arrive dans un récit de vie. Ce n'est pas simplement l'absence de maladie ou l'absence de handicap. La santé, c'est aussi donner ça. D'ailleurs, vous le voyez bien, parce qu'on annonce à un patient, n'est-ce pas, un diagnostic, on va dire, un peu péjoratif. Sa question, c'est pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi maintenant et qu'est-ce que j'ai fait. C'est-à-dire que les informations que vous pouvez lui donner, si objectives soient-elles, ne lui suffisent pas. Il a besoin de donner un sens à sa maladie, il a besoin, en gros, de créer
un mythe pour expliquer ce qui lui arrive. Cette dimension-là, on ne peut pas la supprimer. Alors, peut-être que justement, là, le développement d'une médiamédecine, le développement d'une médecine numérique bourrée d'informations, pourra peut-être laisser du temps pour que les différents praticiens s'occupant du système de santé avec les patients, je crois que c'est très important, puissent prendre en charge ce souci, si vous voulez, de la vulnérabilité, ce souci de ce qui me paraît constituer la spécificité humaine, c'est-à-dire le sens, la parole, le récit. Bonjour, donc moi je suis chercheur en robotique chirurgicale et j'aimerais un petit peu rebondir sur, c'est pas forcément une question, c'est juste un point de vue technique et médical par rapport à une vision que j'ai trouvée assez négative et ayant choisi un axe particulier de ce que le progrès technique et ce que la science peut apporter à la médecine et au traitement du patient, patient-based medicine et ainsi de suite. Et quand j'étais petite, au bac, j'ai eu comme question que pensez-vous de Science sans conscience n'est que l'origine de l'âme. Et c'est un texte de Rabelais, et c'est un texte qui m'a guidée dans toute ma recherche. Et il me semble que la science, l'informatique, la robotique et la chirurgie, appliquées à la chirurgie et à la médecine, ne sont pas là uniquement pour faire peur. En fait, quand on regarde, excusez-moi, je suis un peu sauvée, donc je vais repartir, mais en France, une chercheuse fabuleuse que tout le monde connaît, c'est Marie Curie. Marie Curie, elle s'est attaquée à l'atome, elle l'a utilisé pendant la guerre, elle a eu une approche absolument humaniste de sa science, mais cela dit, elle a ouvert la porte à la bombe atomique. Et donc, toute recherche que l'on fait, ça peut avoir des aspects positifs et des découvertes merveilleuses, et ça peut être aussi mal utilisé. C'est là où la conscience doit intervenir par rapport à son axe de recherche, par rapport à ses développements, par rapport à l'utilisation qu'on en fait. Si on repart aussi sur Google, ces grandes entreprises dont on dénonce beaucoup d'aspects potentiels, on peut aussi regarder les aspects positifs de la facilitation de notre vie aujourd'hui. Et la science est un outil, c'est quelque chose que l'on va pouvoir bien utiliser ou mal utiliser. Enfin, la technologie, le dossier patient, et ainsi de suite. Donc, ce qui m'a un peu étonnée et un tout petit peu peut-être blessée dans ma recherche de scientifique, c'est que il y a des choses fabuleuses grâce à la science, et c'est ces aspects-là qu'on doit développer pour regarder les deux côtés aussi. Voilà. Je suis plutôt d'accord avec vous, hein. Il ne s'agissait pas d'un film technophobe opposé à la recherche dans des domaines appliqués que sont la robotique par exemple, la médecine ou quelles que soient les disciplines. C'est plus sur est-ce que ça profite à l'intérêt général ou est-ce que ça profite à l'intérêt particulier de quelques-uns, et quels sont les dangers et quels sont les discours aussi, les imaginaires qui vont avec. Et Google, qui est certes utile, parce que finalement il n'y a pas d'autre moteur de recherche qui ait une telle capacité aujourd'hui de nous répondre, en tout cas, sur plein d'aspects de notre vie quotidienne, et pas simplement des questions de recherche. En fait, ce qui m'intéressait, c'était de montrer les enjeux et de montrer que, en ce qui concerne Google, par exemple, je ne suis pas sûr qu'ils œuvrent au bien commun, au sens que leur intérêt il est vraiment, pour le coup, très particulier, et j'oublie pour l'instant la question du transhumanisme, puisque Google s'est transformé en Alphabet, une entité qui maintenant est au-dessus de Google, et que les deux fondateurs de Google ne cachent pas du tout leurs ambitions transhumanistes, puisqu'il y a une filiale du groupe Alphabet qui est dédiée à la recherche sur la longévité infinie. Voilà, ils ont embauché Ray Kurzweil comme un des directeurs de recherche aussi, donc ils assument. Ce qui me gêne dans cette histoire, c'est le côté, et c'est d'ailleurs symbolisé par la bague qu'on voit dans le film. Pourquoi 1 milliard? On est quand même combien? 7, 8, je sais plus, on va être peut-être 12 ou
déterminant de la démographie, d'après ce que j'ai entendu dire vers 2050. Pourquoi 1 milliard? Alors c'est mieux que rien, mais ça veut dire quoi sauver 1 milliard de gens? Au sens améliorer leur vie. Qu'est-ce que ça veut dire déjà améliorer leur vie? Qu'est-ce que le progrès? Qu'est-ce que ça signifie? C'est un mot valise aujourd'hui. C'est pour ça qu'on peut questionner la notion de progrès et le faire dans un contexte où finalement il y a une limite des ressources, il y a une limite même de l'écosystème sur lequel on vit. On pense tout puissant que nous sommes, être humain, qui avons cette maîtrise technologique. On va apporter des réponses technologiques aux problèmes créés par la technologie, mais ce n'est pas simplement la technologie, c'est un système économique, politique, qui interagit avec ces technologies. Après, il y a des penseurs comme Jacques Ellul qui ont énoncé toute une théorie autour de l'autonomie de la technologie, de la technique, et qui va finir par nous échapper. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'inflation comme ça, où les infrastructures, le système va devenir autonome, et finalement, ça rejoint ce concept de ronde prométhéenne, où finalement l'humain se considère comme, pas obsolète, mais quasi. Et dans le discours transhumaniste, il y a beaucoup de ça, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'ultra élitiste qui va avec le côté libertarien, le libertarianisme. C'est pas simplement un côté libertaire, c'est aussi un côté ultra-libéral, au sens que l'État, pour eux, ça doit être réduit à sa plus simple expression. L'armée doit être privatisée, la police aussi. Enfin, il n'y a plus de contrat social. C'est à chacun est renvoyé à sa propre responsabilité, chacun a sa chance. Mais voilà, si on ne fait pas les 10 000 pas dont vous parlez, madame, tout à l'heure, peut-être que demain on sera puni par les compagnies d'assurance qui feront payer très cher. En fait, tout devient monnayable, source de profit, et ça ne peut pas aller. C'est-à-dire que ça pose question, et cette question-là, elle n'est pas débattue. On nous maintient dans un immédiat en permanence, quelque chose d'émotionnel dans les informations qu'on reçoit, le traitement de l'information dans les médias. Mais ce qui s'est perdu du côté des politiques qui jouent ce jeu de l'immédiateté, c'est une vision à long terme. Ces questions-là ne sont pas débattues. Elles concernent déjà nos vies aujourd'hui, parce que le processus est déjà lancé de cette transformation. On travaille tous, encore une fois, gratuitement pour ces entreprises de big data qui ne partagent pas la création de valeur et qui exploitent les données, nous surveillent et ensuite font de la plus-value d'une création de valeur avec les données qu'on génère tous les jours en faisant des recherches, que ce soit sur le Google Maps, sur le moteur de recherche Google, enfin toutes les applications qui vont avec. Il n'y a pas de contrepartie de partage de cette valeur. Et en feedback, en retour, il y a même un façonnage, c'est-à-dire que de plus en plus, la réponse que va vous apporter ce type de moteur va être ciblée sur vous. C'est-à-dire que vous n'aurez pas la même réponse à la même question posée d'un ordinateur à l'autre. Voilà. Donc ce monde ultra segmenté, ultra atomisé, où on est pris dans des injonctions en tant qu'individu, des injonctions contradictoires, où il faut être de plus en plus efficace, de plus en plus en court terme, sans être capable de se projeter, sans être capable d'imaginer un ailleurs, parce qu'il n'y a plus d'ailleurs. Pour moi, c'est pas une question d'avoir peur ou de ne pas avoir peur, c'est une question urgente et elle est politique au sens noble. C'est-à-dire que ça doit être débattu aujourd'hui, sinon, demain, et on a vu ce qui se passe à l'issue de la COP21, il y a un accord sous contrôle des lobbies, sous contrôle des multinationales, qui n'engage à rien. On va rester dans le discours et les problèmes vont finir par s'accumuler et un jour on va vraiment être confronté à des crises, mais sans précédent. Voilà. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Mais... Je voulais juste recentrer sur l'aspect médical. Ah non, mais je vous ai rejoint au début, j'ai aucun problème avec... Je reviens sur Google. Je veux bien que Google soit un démon pour cet aspect transhumaniste, mais regardons aussi que Google apporte des solutions pour les épidémiologies. Je pense que ces données qu'on lui donne gratuitement, il nous les redonne aussi. Je n'ai pas dit que c'était des anges gardiens, ni rien du tout. Je dis simplement qu'il y a du bon et du mauvais, et qu'il faut savoir extraire le bon, savoir l'utiliser dans un patient, dans une médecine tournée vers le patient. Pas d'accord. Et pouvoir l'exploiter et en bénéficier aux autres sociétés. Qu'il faille être vigilant à 200%, d'accord avec vous, mais
ce côté-là, les transhumanistes, dans les scientifiques ou dans la société, c'est comme toutes les professions. Il y a des fadas, il y a des bons, il y a des moins bons, il y a des géniaux. Et donc, à un moment donné, il faut savoir extraire ce qui est bon dans cet aspect-là, s'en servir dans la médecine, de la même façon que le patient où vous allez dire « Ah oui, dans cette image du cerveau, moi je ne vois pas la tumeur, mais un logiciel d'analyse d'image va pouvoir sortir cette tumeur beaucoup plus vite que vous. » Et l'aspect temporel qui est négatif dans une échelle de « on ne réfléchit pas, on donne la réponse tout de suite », dans le cas du traitement d'analyse d'image, il est vachement positif, parce qu'il va venir aider le patient. Et Michel Serres, qui est un philosophe actuel, contemporain, a écrit un petit bouquin qui s'appelle « Petite poussette » pour les pousses des enfants, et qui explique comment la technologie que l'on décrit d'une certaine façon vient apporter l'encyclopédie universalis dans nos poches. Et ça a un certain intérêt. Donc je suis d'accord qu'il faille être vigilant, faire attention, encadrer les dérives, mais il faut quand même mettre en valeur ce qui est fabuleux dans notre technologie, qui fait que quand vous allez avoir un petit peu mal ici, on va vous faire un rayon X et top, on va trouver ce qu'il y a, et qui va permettre de vous donner les drogues. Pourquoi est-ce que les drogues, les médecines, les médicaments, on ne considère pas ça aussi comme une dérive potentielle? C'est une dérive potentielle. C'est une dérive potentielle aussi. Et c'est juste ça qui, dans un atelier scientifique, d'avancer. Je parle juste, quand on a inventé le chemin de fer, il a permis de créer différentes... Ça ne fait pas avancer le chemin de vie. Là aussi, on relie d'autres savoirs. Et peut-être qu'on limite notre Elle monopolise la créativité parole. en disant « Ah, cette économie-là, c'est peut-être que cette économie-là, on va la faire péter. » Elle monopolise la parole. Et qu'on va créer un Oui, modèle je pense qu'il faut faire circuler là. égalitaire. Il faut pas... Pourquoi dans votre film, vous n'avez pas associé ou assimilé quelque part cette amélioration de la performance individuelle du transhumanisme à un dopage? Parce que le dopage et le traitement du dopage donnent de l'espoir, parce que dans l'ensemble, le collectif se charge de dévaloriser le dopage en disant que ce n'est pas l'égalité des chances. Et là, dans le transhumanisme, on prescrit pareil, c'est une inégalité des chances. Donc le parallèle était tout évident. Je ne pouvais pas tout dire. Suggérer, c'est déjà plutôt qu'asséner. Je pense que c'est plus subtil et que ça produit plus d'effets. Et donc, bien évidemment, le dopage, on est dans une société de compétition donc, concurrentielle où les avantages qu'on va obtenir grâce à la technologie, à un moment, Recorset dit très bien, hein, acheter nos technologies pour pouvoir suivre le rythme, non pas du progrès, mais de la compétition en fait. Si vous voulez rester dans la compétition, achetez nos produits. Donc le dopage, aujourd'hui, il existe dans le monde de l'entreprise, de l'université, il prend différentes formes. Donc je suis d'accord avec vous, bien sûr, oui, c'est un aspect important. C'était juste pour sortir toujours pareil de l'esprit de dichotomie et de manichéisme. Bien sûr qu'on n'est pas contre la technologie, bien sûr que Google, dans le tas de choses qu'il fait, peut apporter, etc. Le débat, il me semble, n'est pas de fustiger l'un ou de recenser l'autre, mais ce n'est pas non plus de penser qu'on est dans le pays des bisounours, hein, ni de faire le déni de la catastrophe qui est annoncée. Je veux dire, c'est assez alertant. Maintenant, cette COP21, on en a parlé énormément, ça touche à tous les secteurs. Donc on est là non pas pour dire mais oui c'est bien, c'est ce que fait le médical, ça on ne revient pas là-dessus bien sûr. Moi ce que j'ai noté, notamment les travaux en cours, c'est d'arriver maintenant à comprendre les émotions pour arriver justement à manipuler jusque ça, les émotions. Or, je suis psychologue clinicienne, donc je vais sortir un terme que tout le monde connaît maintenant, mais on est quand même en risque de perversion narcissique et que donc tout ce qui est manipulé autour de enlever les émotions, qui est notre essence humaine, nous enlèvera donc toute empathie. Hein, ça a été très bien dit, je ne sais plus qui en a parlé du soin, comme sollicitude, inquiétude, chagrin, se soucier d'eux, ce qu'on appelle l'empathie en fait, hein, et juste nous ramener à l'altérité, c'est-à-dire à l'autre, notre semblable, qui souffre, qui cherche, qui essaie d'avancer aussi et qui essaie d'apporter à la planète sa petite graine pour éviter que tout saute. Voilà.
Donc c'est sérieux comme problème. On n'est pas là en train de dire non, c'est pas bien, les progrès de la médecine. On est en train de dire il y a des dérapages quand on enlève justement tout ce qui fait sens, l'histoire, je suis d'accord, le sens, l'empathie, être dans l'altérité les uns les autres, la nature, on n'en a même pas parlé de la biodiversité, de la nature, comme s'il n'y avait que l'humain, hein, et qu'on existait au détriment de la planète. Voilà, donc il y a tout ça qui est très très important. On est juste en train d'essayer de noter ce qui ne va pas et les risques de dérapage, c'est tout. Je vois pas ce qu'il y a de nouveau dans toute cette histoire. C'est un degré bien plus élevé, avec des techniques bien plus avancées, mais bon, la publicité à la télé, ça date depuis très longtemps, et on cible, et on... Donc là, il faut continuer à se méfier. Moi, il y a un passage dans ce film qui, je pense, pour moi, en tout cas, résume le fond de la question, et il est très court. C'est ce chercheur allemand qui est handicapé parce qu'il est atrophié, il a eu ce médicament qui s'appelle la thalidomide, qui a une parole fantastique, je trouve, moi, qui dit que, après tout, ce ne sont que des outils. Et en fait, c'est ça le principal. La technologie nous apporte des outils, et ça a été dit par ailleurs. Et donc, je voulais ramener cette question aussi à M. Florat, et renverser l'argumentation en disant bon, il faut éduquer les médecins à écouter leurs patients. Est-ce qu'il ne faut pas aussi éduquer les patients à parler à leurs médecins et à aborder le monde d'aujourd'hui? Un peu le modèle de Montréal, il s'articule comme ça en fait. C'est comment on peut réorganiser la relation pour les propres soins, mais aussi comment on peut mobiliser des patients pour revoir les services et le système de santé. Mais globalement, il faut pour ça qu'on prépare, qu'on arrive à déconditionner les patients, parce qu'il y a énormément de patients qui sont là ils sont dans l'impensé, c'est-à-dire qu'ils sont dans une habitude, ils sont là où on les a mis pendant des années, quoi. Ça fait des décennies qu'on les met à cette place-là, et il y en a très peu qui sortent de cette place-là, et il y en a un certain nombre qui, quand ils sortent de cette place-là, sortent en réaction, et pas en mode action. Et donc, ça renforce, si on regarde un peu les évolutions de la relation médecin-patient, on est arrivé, avec toutes les avancées qu'on a connues, et je ne suis pas en train de décrier ce modèle, sur un modèle paternaliste, où le médecin savait, où les professionnels de santé savaient et le patient ne savait pas, à une approche centrée sur le patient, où on s'intéressait un peu à ses sensibilités, mais où globalement, c'était quand même les professionnels de santé qui pensaient pour le patient ce qui était bon pour lui, au modèle de Montréal, où là, le patient, en fait, peut exprimer réellement ce qu'il pense. Donc on n'a plus à penser pour lui, quoi. Voilà. Donc je suis d'accord avec vous, effectivement, et c'est ce qu'on essaie d'organiser, et des conférences débats comme ça, qui peuvent être suivies d'autres types de modules, permettent normalement ça, en fait. Il y a tout un champ, on va dire, d'éducation populaire, qui peuvent permettre aux gens de se positionner avant de se retrouver confrontés de manière aiguë à un soin. Effectivement, je voudrais apporter un témoignage parce que j'ai une maladie chronique qui est relativement légère mais qui existe, et j'ai été traité à Pasteur justement. Donc je voudrais apporter ce témoignage parce que ça correspond, disons, du moins à la façon dont j'ai été traité, et j'ai participé, on va dire, à mon problème. Correspond un peu à ce que vous avez vécu à Montréal, à Pasteur, là, dans le service d'ophtalmologie. Donc, voilà, ça existe en France, et pas plus loin que derrière les bâtiments, là, voilà. Et c'était formidable, j'ai pu participer, échanger, etc. etc. Voilà, donc ça, c'est bien. J'ai également une question, donc justement... pour vous, dont j'ai trouvé le documentaire formidable, bien sûr qui pose des tas de questions sur Google, qui, pas plus tard qu'avant-hier, m'a demandé il faut accepter, si vous voulez continuer, il faut accepter que toutes les données que je transmets soient récupérables. J'ai dû accepter, sinon je me privais de Google. Donc comme j'écris souvent sur Google, je me dis ce que j'écris, même si c'est pas forcément génial, mais en tout cas c'est exploitable et je n'ai rien de droit de dire. Donc déjà ça pose question. Mais enfin, c'est pas là la question. Je me demandais pourquoi, par exemple,
est-ce que vous avez eu l'occasion, enfin, est-ce que vous avez pensé à interroger, par exemple, un prix Nobel tel que, je vais noter, Elizabeth Blackburn, qui s'occupe en biologie, peut-être que vous connaissez, sur la télomérase. Donc, très brièvement, maintenant on sait que les télomères et la télomérase qui entretient plus ou moins ces télomères permettent de jouer sur la longévité de la personne et qu'à chaque reproduction cellulaire, les télomères raccourcissent jusqu'à la sénescence. Donc, Madame Blackburn travaille là-dessus depuis très longtemps. Elle a eu un prix Nobel en 2008, si ma mémoire est bonne, avec 2 autres personnes. Et voilà une piste qui aurait été absolument géniale pour alimenter, pour continuer sur la piste, justement, alors ce n'est plus dans la philosophie de transhumanisme, mais malgré tout, ça procure une longévité potentielle. D'ailleurs, dans une des conférences que vous avez filmées, il y a un monsieur qui s'appelle Aubrey de Grey, qui lui-même dit que dans l'Assemblée, il y a au moins une personne qui vivra 1000 ans actuellement, voilà, qui est déjà existante. Alors, bon, intéressant. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais il y a des transhumanistes de gauche. Ils sont français, c'est l'association Technoprog, qui s'appelait avant l'association française transhumaniste. Ils sont quelques centaines en France, mais ils en sont là où en étaient les Américains à Silicon Valley dans les années 80, on va dire, avant que le ménage soit fait par ceux qui font du business. Et donc ils sont encore dans cette utopie de faire profiter de ce progrès dont parlait Madame là-haut, à tout le monde, plutôt qu'à quelques oligarques et une élite qui s'affranchirait du destin commun de l'humanité. Donc il en existe. Et c'est l'objet de débat. Il y a des gens qui débattent, qui sont fervents transhumanistes, de gauche, français, qui débattent avec des gens qui sont néo-ludites, technophobes, méfiants, ou qui questionnent tout simplement la technologie, la place de la technologie. Je pense à des associations qui vont de pièces et main d'œuvre, par exemple, à Grenoble, qui sont en miroir avec le CEA, qui travaillent là sur le cerveau et sur, par exemple, les nanotechnologies et sur l'interface cerveau-machine, ou le groupe Oblomov, qui serait plutôt situationniste, ou d'autres groupes plus ouverts sur la discussion, comme Science Citoyenne, auquel appartient Jacques Testard, qu'on a vu dans le film, ou encore Technologos, qui est un groupe qui est assez présent dans la région de Marseille, Aix-Provence. Voilà, donc des groupes qui réfléchissent et qui dialoguent avec les transhumanistes français, ils existent. Quant à la question de faire un film sur l'immortalité, ce qui n'était pas le sujet principal du film, parce que en général je fais des films puzzle comme ça qui essayent de prendre des pièces comme ça, de créer une image avec toutes ces pièces de puzzle, une image qui fasse réfléchir. Des fois il y a trop de pièces et ça embrouille le message. Le propos c'est d'interpeller, voilà, à chaque fois. Mais chaque pièce de puzzle pourrait être le sujet d'un film, entier. Et donc oui, il y a des sujets que je serais peut-être amené à retraiter, moi ou quelqu'un d'autre, hein. Mais vous avez raison, oui, ça revient pas dans l'actualité, c'est en train de... Vraiment, il y a des gens qui croient qu'on va pouvoir traiter la sénescence comme une maladie, le vieillissement comme une maladie, et donc obtenir des résultats. Et d'ailleurs, un des milliardaires, je citais Elon Musk tout à l'heure, qui était dans cette revue, je ne sais plus si c'est lui, ou non, c'est tout simplement le patron de Facebook, qui, au moment où sa fille naissait il y a quelques semaines, a décidé que 90% ou beaucoup plus de son capital allait profiter de fondations dédiées à cette recherche. Et qui serait soi-disant, alors là on n'est pas clair, on ne sait pas si ça tombera dans le bien commun ou ça sera source de profit. Et apparemment, ça sera source de profit plus que bien commun. Voilà. En fait, je voudrais savoir, déjà j'ai une petite remarque juste, enfin on a entendu les mots, désolé, on a entendu les mots dans le documentaire que la technologie, le transhumanisme, etc., surtout la technologie, ça changeait les gens. Et en fait, je trouve que ça ne change pas les gens, je pense que ça exacerbe leurs bons et leurs mauvais côtés. Plutôt, par exemple, quelqu'un qui voudra vraiment parler aux autres dans le bus ou n'importe où, on entend surtout dire les gens communiquent plus, etc. Je pense que les gens qui veulent communiquer, qui veulent vraiment, ils le font, enfin... Je
suis quelqu'un qui aime bien parler et ça m'a jamais dérangé. J'ai toujours réussi à passer au-dessus de ça. Et c'est même pas un problème, c'est-à-dire qu'au contraire, les personnes qui veulent vraiment communiquer, elles peuvent communiquer à l'autre bout du monde et avec les gens qui sont à côté. Par contre, les gens qui ne voulaient pas communiquer, en effet, ils vont rester sur leur portable. Ça va leur permettre de ne pas parler. Donc ça, c'était juste mon opinion. Et la question que je me posais, c'est est-ce que vous trouvez que l'idée, enfin, ce que vous reprochez à la technologie, enfin les parties que vous reprochez, je ne dis pas que vous êtes contre, hein, mais les parties que vous reprochez à la technologie, au transhumanisme, etc., est-ce que vous pensez que c'est dissociable de la surpopulation? Je voudrais juste faire un commentaire, c'est que, parce que là, on perçoit tous comme on perçoit, mais moi, j'ai pas perçu ce film comme étant anti-technologie. C'est la manière dont on oriente tout ça. C'est ce que moi, personnellement, c'est ce que j'ai vu, quoi. Et je pense que la réponse, il y a le film l'a un peu donné, et puis ça a été encore donné là, avec l'histoire de la bague. C'est que, effectivement, vivre longtemps au point culminant de 12 milliards de personnes, non, mais là, a priori, le choix qui est plus ou moins implicitement annoncé, c'est qu'il n'y aura plus ce nombre de personnes, quoi. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vu dans le film, et puis c'est un peu ce que tu as redit derrière. Je pense que quand on a eu la révolution industrielle, effectivement, les gens ont été complètement bouleversés. Ça a été une révolution et ça a provoqué des pensées, des façons d'évoluer différentes. Là, on est au sein d'une révolution, c'est clair, qui va donner des avantages fabuleux à l'homme. Maintenant, ça pose aussi les problèmes de l'encadrement, mais ça, c'est toujours la même chose. Chaque fois qu'il y a une évolution, eh bien, il y a le côté bon de l'homme et le côté mauvais. Et après, il faut arriver à faire la part des choses. Mais je crois que dès qu'il y a une révolution, justement, il y a plein d'idées qui se mettent en place, et vous en avez cité tellement de mouvements, qu'il va forcément sortir des choses. C'est plutôt dans l'urgence de ralentir que j'ai exploré les alternatives. Oui, mais je pense que c'est très important. Ce qui se passe actuellement, c'est vraiment justement un renouveau des idées, un renouveau de la façon de penser les choses. Et au lieu d'être négatif, il faut être positif et aller dans le sens de l'encadrement du positif. Vous m'avez senti être négatif? Un peu. Le film montre très bien cette accélération des technologies. Je les lis tous les jours en professionnel. Donc, ce que je peux confirmer de mon propre vue, si on dit c'est en 20 ans, je ne crois pas, mais en 50 ans, on y sera. Ça, c'est sûr. Donc, on va y aller. C'est une fatalité. Ce que le film montre très bien, ce que j'ai dit, c'est le besoin absolu d'un projet sociétal qui l'accompagne. Et c'est ça la difficulté. Et c'est ça qu'on a vécu avec la COP21. La première fois, il y a dans le débat public, un vrai débat sur un projet sociétal, parce que c'est pareil, la planète ne va pas attendre. La pollution, la dégradation de la planète continue et s'accélère. Donc c'est exactement la même philosophie. Et donc ce projet sociétal, par contre, il est difficile à construire. Juste pour conclure, en résumé, je ne sais pas si c'est bien ressorti de mon intervention, le progrès technique, bien sûr que nous sommes pour, et il va nous apporter beaucoup. Il va apporter beaucoup, je parle en tant que médecin, en tant que représentant des médecins, il va nous apporter beaucoup à nous médecins, il va apporter beaucoup aux patients. Il faut que nous travaillions ensemble pour en sortir, en tirer le meilleur possible. Il reste que, comme ça a été dit, une régulation est nécessaire pour éviter de tomber dans les pièges qui nous sont tendus, que nous les voyons ou que nous ne les voyons pas. Voilà. C'est pour ça que nous demandons qu'il y ait une régulation au niveau déjà français et également européen, puisque c'est l'entité nécessaire pour pouvoir être actif. Mais bien sûr le progrès, bien sûr continuer à faire des recherches dans ce sens-là, bien sûr que les patients s'en porteront mieux, les médecins aussi, la relation sera améliorée, mais il faut rester vigilant. Je ferai un petit détour parce que ça a été évoqué plusieurs fois par la COP21. Je trouve que le corps entre guillemets du malade qui a été traité à la COP21 à la planète nous envoie des signaux clairs, hein, parce que moi je suis entre la France et le Québec, et au Québec en fait ça fait plusieurs fois que j'y vais cet automne, il fait plus chaud qu'ici, ce qui n'est pas normal. Et je crois qu'au Québec comme en France,
on va atteindre le mois de décembre le plus chaud jamais connu, quoi. Donc, voilà, pour ça. Et puis, pour moi, l'accélération dont on a un peu parlé, qui a été évoquée là, en fait, des technologies, mais du coup de nos vies, du rythme de nos vies. La marchandisation. C'est une opportunité justement de prendre conscience de ce qui se passe pour pouvoir essayer d'être acteur de ce système. Et moi je pourrais vous donner plein d'exemples expérientiels de ce qu'a permis. Le projet de Montréal, il s'est construit pendant quasiment 1 an en visioconférence. S'il n'y avait pas une nouvelle technologie, ça n'aurait pas pu avoir lieu. Et j'aurais pas pu collaborer avec eux sur ces modalités, et il n'aurait pas pu émerger aussi rapidement qu'il a émergé. Donc voilà, c'est pas une histoire des techniques, mais c'est dans quel projet ça s'intègre. Ouais, je vais fonctionner par mots-clés. Projet, ça c'est vachement important. Capacité de se projeter à moyen ou long terme. Désirer, imaginer, oser. Casser les schémas préconçus et surtout l'imaginaire qu'on nous dicte, parce qu'on est maintenu dans un imaginaire dans lequel on baigne, on n'a pas conscience, on est dans la servitude volontaire. Mais voilà, on est responsable, chacun individuellement, de la situation dans laquelle on est. Donc projet, imaginaire, et puis autonomie. Retrouver une certaine autonomie. Et ça passe aussi par la technologie. La technologie n'est pas forcément antinomique de ça. Et j'ai entendu le mot limite aussi. Reposer des limites, des cadres. Dans le film, il est bien dit par ce jeune ténueux là, qui dirige il n'y a plus de frontières. Ça serait, on vous emmerde. Quoi. Il dit, en gros, on vous emmerde. C'est ça qu'il dit dans sa phrase. Sur le ton dans lequel, le ton qu'il utilise, c'est ce serait pathétique de vouloir essayer de contrôler je ne sais quelle recherche. Mais non, justement. C'est bien la problématique, là, la COP21, c'est la marchandisation qui est poussée à l'extrême. On va faire un marché de tout ça. Et il faut poser des limites. Quand on sait les milliards qui s'évadent, qui pourraient permettre de créer des emplois dans la transition sociale, économique et écologique, le pognon, il est là. Il faut aller le chercher simplement en reposant des limites. Des limites qui doivent se décider dans une perspective qui est une perspective urgente ici et maintenant, mais avec une capacité de se projeter et de recommuniquer du désir. C'est Bernard Stiegler qui parle d'économie libidinale, et je pense qu'il a vachement raison. Voilà. Donc, notre prochaine conférence sera prendre soin du proche aidant chez les malades dépendants, et notamment dans la maladie d'Alzheimer, au cours du mois de mars, donc dans notre cycle de ciné-conférence-débat. Et donc aujourd'hui, nous étions particulièrement comblés, hein, puisque nous avons pu faire ce que nous voulions, c'est-à-dire essayer de faire l'alliance entre l'art, la science et la pensée, et donc entre le soin technique et le soin humain, et puis d'entendre la voix de tous, et avec cette idée que dans cette médicalisation de la société, dans cette technicisation de la société, il nous reste à chacun encore un petit espace de liberté, et c'est dans cet espace qu'on pourra prendre soin de soi, des autres et de la société.